Merci d'être avec nous, soyez les bienvenus. Voici une nouvelle rencontre avec mon invité. On va parler des libérations de trauma et trauma féminin. C'est important, cette spécificité, l'amnésie post-traumatique dont elle a été victime. On va en parler parce que ça, c'est un sujet qui, à mon avis, va susciter pas mal de réactions et de commentaires parce que beaucoup se sentiront sans doute concernés. Pamela Manzano est sur les canapés. Bonjour Pamela. Bonjour Marc. Vous allez bien? Je vais très bien, Bon, merci. merci infiniment d'être là. Pas Merci. facile comme sujet. Non. C'est votre histoire. Oui. Aujourd'hui que vous assumez pleinement, enfin, je veux dire, vous êtes Complètement. capable d'en parler Complètement. avec liberté, avec légèreté, Oui. Ah oui, oui. ce qui n'a pas dû être toujours le cas. Non, ça a été très difficile pour moi. Déjà, j'ai été victime d'une amnésie post-traumatique. Mm. Donc, ça fait pas longtemps que je m'en souviens. J'ai retrouvé une partie de ma mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne vous souvenez de rien avant vos 12 ans. Oui, c'est ça. Jusqu'à mes 12 ans, je ne me souvenais Avec de vos rien cheveux du de l'autre côté, parce que sinon, on va avoir Ah, le micro qui touche dessus. Pardon. Voilà, non, c'est bon, c'est bon. Non. C'est très bien. C'est juste une petite manip à faire. pas de problème. Voilà. Ouais. Ouais, donc juste tout ce qui concernait, on va dire, de votre naissance à 12 ans, Oui. vous ne vous souvenez de rien. Rien du 12 tout. ans, ça fait loin, hein? Oui. Aucun souvenir. Aucun Et même souvenir. parce que quand les gens, j'ai déjà eu ce genre de témoignage, mais Mhm. quand on met des photos d'enfance sous Mhm. les yeux, même si on ne se souvient pas de grand-chose, une photo évoque quelque chose, un Rien. ressenti, une situation, un Rien. lieu. Et c'était très douloureux pour moi parce que moi, à chaque fois, mes parents me disaient « Mais tu te souviens pas, là? Papa faisait ça. » Ou « Non, mais on était là. » Ou quand on regardait des photos. Et ça m'énervait d'autant plus parce qu'en fait, personne voulait me croire. Donc à force, c'était moi le problème, en fait. C'est moi, je me dis « Mais c'est pas normal. » Donc vous vivez avec ça, vous avez vécu Oui. avec ça pendant longtemps. Oui. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, et que je vais vous poser tout de suite, c'est le déclencheur. Qu'est-ce qui vous a permis de retrouver partiellement Oui. votre mémoire? Alors ça a commencé, le premier flash que j'ai eu. Donc moi, avant d'avoir des flashs, j'ai eu une vie très difficile. Beaucoup de phobies, d'angoisses, de problèmes intimes, des maux physiques aussi, sans explication. Et le premier déclencheur a été mon fils quand il est rentré en CE1. J'ai eu un flash. Alors les flashs, il faut savoir qu'ils viennent comme ça, hein. Et j'ai eu un flash d'un homme sur moi. Et là, j'étais pas prête. Donc c'est comme si j'avais refermé la boîte de Pandore. Et je me dis, non, c'est moi, j'ai fabulé. J'ai continué ma vie et j'ai eu de plus en plus à partir de 2018 des flashs. Alors il faut savoir que les flashs, ce ne sont pas des flashs très précis. Ça peut être alors moi, j'ai pas commencé par des visages. Un endroit, une odeur, un bruit. Et quelque chose, en fait, qui nous fait rappeler quelque chose. Et depuis 2018, j'ai eu de plus en plus de flashs. Et 2019, ça a été des flashs en permanence. Et il faut savoir que ça arrive n'importe où, à n'importe quel moment. Mais des flashs au travers comme une médiumnité? Alors au début, on se dit, non, c'est pas comme de la médiumnité. Je vais vous donner un exemple. J'étais au spectacle de cirque de mon fils. Et devant moi, j'avais un papy. Et ce papy, sa petite fille, s'est assise sur ses genoux. Et je ne connaissais pas du tout le papy. Et je me suis sentie très très mal. Et en fait, il lui a fait un bisou dans le cou. Et là, j'ai été tétanisée. Je ne savais pas pourquoi. Et là, j'ai eu une odeur qui m'est remontée. Et là, je me suis dit, il faut que je sorte. Je me sens vraiment pas bien. Mais on ne sait pas. En fait, c'est ça le problème. C'est quand des flashs remontent, ça arrive comme ça, mais on ne sait pas si on fabule ou si c'est réel. Parce que, en fait, c'est notre cerveau qui nous fait revivre cet instant-là, en fait. Mais rien n'est logique, en fait.
Et voilà, au fur et à mesure, j'ai eu des flashs comme ça, comme au restaurant. Un jour, j'ai décidé d'aller au restaurant toute seule. Et un homme à côté de moi s'est assis, il a fait un bruit. Et ce bruit-là m'a évoqué quelque chose et j'ai failli vomir. Je suis désolée, mais j'ai failli vomir mon assiette. Et je ne savais pas pourquoi. En fait, c'était au fur et à mesure, donc on comprend petit à petit, parce que les flashs sont de plus en plus précis. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui donc experte en Oui. libération des traumas féminins. Oui, c'est ça. Et évidemment, on se dit toujours que pour être la bonne thérapeute que vous êtes aujourd'hui, il fallait en passer par là. Oui. J'ai eu l'occasion d'enregistrer, pas plus tard que ce matin, une autre émission où quelqu'un remerciait d'avoir vécu ça, d'avoir vécu ce trauma-là pour être la femme qu'elle est aujourd'hui. Oui. Vous diriez la même chose ? Exactement. Exactement. Je n'ai plus aucune animosité, aucune haine envers cette personne-là. Si je n'en serais pas là aujourd'hui, si je n'avais pas vécu ça. Pourtant, quand évidemment, et on va voir votre parcours, et au travers notamment de votre livre, La lumière sans elle, qui est ici, que vous avez publié. Alors, juste une parenthèse. J'ai été très étonné du titre que vous avez choisi, parce que La lumière sans elle, et elle, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Oui. Je l'aurais écrit elle, E2LE. Oui. Pour la dimension féminine Oui. de votre approche et de votre expertise face au trauma féminin. Vous comprenez ça ? On vous a déjà fait la réflexion ? Non, alors, en fait, c'est un jeu de mots. Quand j'ai décidé d'écrire mon livre, le titre était là depuis très longtemps, bien avant que je commence à l'écrire, en fait. Et c'est un jeu de mots. Donc oui, on m'a déjà fait cette remarque-là. Après, quand je suis née, pour moi, chaque bébé est une lumière. En fait, j'ai été victime de viol durant mon enfance, de mes 4 et mes 12. Du coup, j'ai trouvé que la lumière, ce qu'on est quand on est bébé, cette personne-là m'a coupé les ailes, m'a coupé les ailes et m'a coupé la lumière. Voilà pourquoi j'ai voulu ce titre-là, La lumière sans elle, parce que au fur et à mesure que je me suis reconstruite et toutes les parties de moi, j'ai retrouvé ma lumière et j'ai retrouvé mes ailes pour m'envoler en tant que femme. Et le L dont je parlais, le E2LE, c'est la lumière sans elle, c'est-à-dire cette lumière sans la femme que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? J'arrive pas très bien à l'exprimer, mais c'est ça que je voulais dire. Sans la femme ou la jeune fille ou l'enfant que vous étiez. Oui. Et c'est vrai, mais j'y avais pensé. Mais en ayant le livre, c'est la première réflexion que je me suis faite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'apparition des premiers flashs, parce que vous dites quand même que vous êtes allé jusqu'à quand vous tombez enceinte, ne pas souhaiter avoir un garçon. C'est-à-dire que votre trauma, il va jusque-là, quoi. Bien sûr. On ne s'imagine pas. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur déjà d'écrire ce livre. Parce que le trauma, on ne s'imagine pas l'impact, les conséquences qu'il peut avoir sur l'être de la femme ou de l'homme, bien sûr, dans sa globalité. Et c'est vraiment important pour moi de transmettre ce drame qu'une femme peut vivre, surtout dans son enfance, parce que toutes ces parties sont traumatisées. Et notamment, mon fils, quand j'ai décidé d'être enceinte, et j'étais persuadée que j'allais avoir un garçon, ça a été très difficile pour moi. Donc c'est là que j'ai commencé une thérapie, parce qu'à la base, moi je n'avais aucun souvenir jusqu'à mes 12 ans. Par contre, je me souvenais, mon père me battait. Et pour moi, je ne voulais pas avoir de garçon parce que, à la base, je pensais que c'était parce que mon père m'avait battue. Mais ça, je me souvenais, mais à partir de mes 12 ans. Parce que mon père m'a battue jusqu'à ce que je parte de la maison, en fait. Donc pour moi, j'allais avoir un garçon, il allait ressembler à mon père, et j'allais peut-être être violente avec lui. Pour moi, c'était ça, à la base. Et
Et en parallèle, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu une peur bleue que ce soit un garçon, parce que je ne voulais pas reproduire sur lui ce que moi j'avais vécu. Parce qu'il faut savoir que quand on a un enfant, et c'est la première fois à qui j'en parlais, c'était aux gendarmes, quand j'ai décidé de porter plainte, parce qu'on a deux choix. C'est soit on reproduit, et c'est sans aucun jugement, soit on reproduit ce qu'on a vécu, soit au contraire on chemine, on travaille pour éviter que notre enfant. Et ça n'a pas été simple. Troisième choix, on l'enfouit. Oui, ouais. Il y a des gens qui refusent de voir ça. Oui. Et qui vont évidemment cheminer dans leur vie avec, sans être alignés ou sans être ou avec des blessures, avec des choses extrêmement récurrentes, pénibles, exactement, douloureuses, ouais. sans vouloir identifier proprement dit ça. Ouais. Et on peut, justement, dans ce cas-là, on peut être violent avec nos enfants. Et moi, personnellement, j'ai énormément lutté au début quand il était petit. Parce que vous aviez des pulsions? Ah oui. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah ouais. Maintenant, j'ose en parler. Parce que quand on a ça en tant que maman, on se pose des questions. Pourtant, mon fils, je l'aimais énormément. Mais quand je rentrais, ça je l'explique dans mon livre. Dans mon livre, je me suis vraiment ouverte à cœur ouvert en fait, on va dire. Parce que je voulais vraiment que chaque femme, si jamais elle lit mon livre, qu'elle se retrouve à un moment donné et elle se sente soutenue et tout à fait normale. Et quand je rentrais dans sa chambre, ça va être difficile ce que je vais dire, hein, mais des pulsions de violence. Je voulais l'étrangler. Mais parce qu'il était... Non, il faisait rien. Il dormait. Ah oui. Il dormait tout simplement. Je rentrais dans sa chambre et en fait, au fur et à mesure, j'ai travaillé sur ça. Pourquoi j'ai eu ces pulsions? Quand on a ça, quand on nous a fait mal, en fait, notre cerveau... Et en plus, je ne me souvenais pas encore quand j'ai eu mon fils. Donc, en fait, c'est des pulsions d'homme qui nous a fait mal, en fait. Et mon enfant, quand il dormait dans son lit, il était calme. Donc, je ne risquais rien. Donc, j'allais me défouler sur lui. J'allais défouler la haine que j'avais à l'intérieur de moi sur un petit être innocent, en fait. Et je ne l'ai pas fait. Et vous l'avez pas vu. Mon Dieu, heureusement que vous me le dites, parce que je n'osais pas vous poser la question de savoir, ne me dites pas que vous l'avez fait. Jamais, non, je ne l'ai jamais touché. Ouais, vous ne l'avez jamais touché. Mais quand vous avez cette pulsion-là, oui. Vous arrivez à l'analyser à ce moment-là? Non. Évidemment, vous la ressentez, et donc vous êtes consciente d'avoir cette pulsion? Non. Non. Non, j'en ai pas conscience. Par contre, ça a été une lutte pour ne pas le faire. Je n'ai pas conscience à ce moment-là, mais c'est une lutte pour ne pas le faire. Après, oui, c'est comme s'il y avait deux personnages, si vous voulez. Une fois que ces pulsions passent, je prends conscience de ça, mais qui suis-je pour vouloir faire mal à mon propre enfant? Et en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que je ne suis pas une bonne mère. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer ce travail. Alors, j'étais suivie par une psychologue en parallèle. Et là, j'ai vraiment souhaité ce chemin, ce cheminement. Donc, je me suis formée à la pédagogie bienveillante, la pédagogie positive, parce qu'il était hors de question. Puisque à la base, je me souvenais que mon père m'avait battue. Donc, je ne voulais pas reproduire. Je voudrais qu'on revienne un instant, Pamela, sur la période post-traumatique, c'est-à-dire toute cette période jusqu'à vos 12 ans. Oui. Comment vous grandissez en tant qu'adolescente? Alors, à la base, je ne m'en souvenais pas. Bien sûr. Voilà. Et au fur et à mesure, quand mes flashs reviennent, donc on est d'accord, je n'ai pas retrouvé complètement la mémoire. Alors, mon père, violent avec moi. Dans ma famille, on n'a pas le droit de parler. Les émotions, on ne connaît pas. On doit faire ce que mon père disait. Et une mère plutôt absente. Alors absente, pas physiquement. Elle travaillait, mais elle était quand même présente. Mais effacée. Voilà. Ouais. Donc vous grandissez difficilement? La peur au ventre, angoisse, beaucoup de problèmes physiques.
des maladies, diverses maladies, mais jamais personne ne s'est posé de questions. Le corps parle Complètement, et rejette. complètement. Et vous allez quand même trouver le père de votre fils. Oui. Ouais. Ça veut donc dire que vous ne vous fermez pas à une vie amoureuse. Alors, les relations avec les hommes sont très compliquées. Et oui, évidemment. Ouais. Avant de rencontrer le père de mon fils, je suis tombée dans une perversité sexuelle. Voilà. Ça, c'est important aussi pour moi de le dire, parce que quand on a vécu, sans le savoir, des violences, des viols, on n'est fait que pour ça. Du coup, on est attiré que par des hommes qui limitent de la prostitution, si vous voulez. Après, j'ai connu le grand amour de ma vie, avant le père de mon fils. Il m'aimait dans un amour tellement, j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, on ne peut pas m'aimer comme ça. Donc, on s'est séparés. J'ai détruit notre relation. C'était impossible pour moi qu'un homme puisse m'aimer à ce point. Et ça après, aussi, séquelle du trauma. ouais. Et je ne comprenais pas. Dévalorisation, Complètement, etc. complètement. C'est pas possible. Et moi, je lui disais des mots, mais il y a que mes fesses qui comptent. Enfin, parce que vu que j'ai connu cette perversité sexuelle et que pour moi, je ne pouvais pas être aimée en tant que telle, je lui disais ça, mais il y a que mes fesses qui comptent pour toi. Et ça l'énervait énormément. Et pourtant, vous dites que c'était l'amour de votre vie. Ouais. Ok. Et après, j'ai rencontré le père de mon fils. Et voilà. Et du coup, je le remercie parce que c'est là que mon chemin a commencé aussi. C'est-à-dire que quand il vous dit, enfin, je veux dire, quand vous tombez enceinte, Oui. on peut se poser la question de savoir, waouh, dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là, quoi. Alors, le père de mon fils m'a toujours fait confiance. Je ne sais pas comment il a fait. Il a toujours fait confiance en moi. Il m'a toujours fait confiance. Il savait que j'avais énormément d'angoisse, beaucoup de phobie. Par contre, je ne lui ai pas tout dit. Il faut savoir que quand je suis tombée enceinte, en fait, moi j'étais beaucoup dans le contrôle. Et la grossesse, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc quand on a des phobies de contrôle, il faut qu'on trouve toujours un échappatoire. Donc par exemple, ça peut choquer ce que je vais dire aussi, mais pour moi, ce contrôle, c'est je peux avorter à tout moment. Vous voyez ? En fait, c'est ce contrôle. Parce que la grossesse, on ne contrôle pas. Donc pour moi, j'ai diminué mes angoisses en me disant je peux avorter. En plus, j'ai fait un arrêt respiratoire en 2003. Et une EMI. Et une mort imminente, oui. Et du coup, c'était très risqué pour moi de tomber enceinte. Parce que je pouvais refaire un arrêt respiratoire qui m'était fatal. Donc d'un autre côté, ça m'a donné, quand après on ne peut plus avorter, je me dis, je pourrais avorter si mes poumons ne vont pas bien. Pendant toute la grossesse, il a fallu que j'ai une main mise pour éviter toutes ces angoisses. Une porte de sortie. Ouais, même si je ne l'ai pas fait, bien sûr, parce que mon fils est né. Et il va bien. Et il va très bien, il est en pleine forme. Et vous l'aimez. Je l'aime profondément. Et tout va bien. On a une très très belle relation tous les deux. Ouais. Mais en tout cas, vous aviez besoin de savoir que vous aviez la possibilité Exactement. de réagir. Ouais. En tout cas, de prendre une décision C'est à ça. l'inverse. En fait, ça rassure notre cerveau. Le trauma, il a un impact considérable. Donc à chaque fois, c'est pour ça, c'est ce que j'ai précisé dans mon livre. Là, par exemple, ma grossesse, il fallait que j'ai un contrôle. Donc je trouvais le contrôle à je peux avorter. Mais qui suis-je en tant que maman ? Il y a des femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes. Comment une mère comme moi pouvait dire ça ? Voilà, c'est ça que j'ai à cœur de transmettre aussi. J'en avais conscience à ce moment-là. Mais il fallait pour éviter les angoisses, parce qu'une véritable angoisse, c'est horrible à vivre. On va croire qu'on va mourir. Ça, c'est un sujet évidemment extrêmement vaste sur les crises d'angoisse. C'est horrible. Et je ne connais pas ça, mais je connais évidemment des gens qui vivent ça. Et la description est toujours la même. On va mourir. On va mourir.
Et des fois, quand j'en parlais, oui, bah, c'est bon, tu stresses. Non, Mm. ce n'est pas du stress. Tout à fait. C'est une véritable angoisse. C'est pour ça que quand les femmes, elles viennent me voir dans mes accompagnements, elles me disent toujours, mais Pamela, avec vous, on peut parler de tout. Parce qu'on sait qu'on est entendu, on est cru. Moi, j'ai tout connu, en fait, sauf la drogue. Mais j'ai tout connu, en fait. Donc, je sais. Je les écoute, je les entends. Le fait d'en parler comme ça ouvertement, Oui, vous dites qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas oui. et qui vont savoir. Alors qu'ils vont savoir leur histoire, vous voulez dire? En tout cas, ce que vous acceptez de raconter. Il y a peut-être Oui. des gens qui vont vous découvrir sous un autre angle. Alors, mon livre m'a beaucoup aidé sur ça. Oui, ok. Voilà. C'est le livre, oui, c'est- Parce qu'il faut savoir que quand j'ai décidé d'écrire mon livre, j'ai été menacée Oui. par ma famille. C'est ce que vous dites, oui. Voilà. Dans ma famille, on ne parle pas. On pense aux autres. Ça a été très difficile pour moi d'écrire ce livre. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Je dénonce. En plus, bah, je raconte tout, en fait, sans filtre. Mais ça a été un choix de ma part. Parce que je sais qu'au moins une femme se reconnaîtra sur un moment de mon parcours. Je ne peux plus avoir de filtre. Et au-delà de ça, c'est aussi sans doute un exutoire. On dit que l'écriture est un exutoire et que ça permet de Oui. libérer peut-être quelque chose chez Ouais. vous. Alors j'avais bien travaillé avant. Hein. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a, vous étiez accompagné quand même psychologiquement, je pense que vous À avez- tout, j'ai fait 20 ans de thérapie. Ouais. Diverses et variées. Parce que pour moi, et bien sûr, cela demeure ma vérité. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Mais pour moi, se dire libéré de son trauma, c'est-à-dire que le trauma n'interagit plus de quelque façon que ce soit sur notre vie. Est-ce Là, que vous- pour moi, Est-ce que vous êtes certaine de ça? ah oui, Pour vous? pour moi, oui. Ok. Aujourd'hui. Pour vous, Moi, c'est réglé. ah oui. Ok. Ah oui, oui. Comment Et- être sûr d'ailleurs qu'un trauma est réglé? Comment on en est sûr de ça? Parce que l'écrire, venir en parler, vous Mhm. ressassez ça. Ouais. Ah bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Un trauma, pour moi, un trauma libéré, déjà, on peut en parler facilement. Sans une émotion, enfin, bien sûr, je suis humaine hein, quand même, hein, mais sans une émotion exacerbée. J'aurais pas besoin d'une thérapie tout à l'heure, ma psychologue, mon ancienne psychologue va pas m'appeler, ou là déjà venir à Paris pour moi, alors que j'avais une phobie sociale. Moi, pour moi, ça c'était inacceptable. C'est déjà un voyage. Ah c'est ben déjà c'est une énorme, mais expédition. c'est énorme pour moi. Vous savez, mais même en habitant à Paris, c'est déjà une expédition pour nous. Alors je vais vous dire. Alors en phobie Bon. sociale, c'est Ouais, impossible. ouais, ouais, ouais. C'est impossible. Quand le trauma est résolu, c'est qu'on n'a plus de réaction ni corporelle, ni physique, ni émotionnelle. Je vais vous donner un exemple. Mon livre, je le dédicace à chaque fois. J'ai fait un salon du livre et une femme est venue à 10 minutes de la fin et m'a demandé de le dédicacer. Et donc, je lui demande son prénom. Et là, elle me donne le prénom de l'homme qui m'a violée. Prénom très rare pour une femme. Et elle me dit, bah, Pamela, je vous laisse me le faire en dédicace et je viens le rechercher. Pas de souci. Et là, je prends du temps pour moi et j'écoute mon corps. Est-ce qu'il y a une réaction? Non. Ok. Et est-ce que je ressens une émotion? De la colère, de la tristesse? Non. Et je lui ai fait une magnifique dédicace. 15 jours après, je refais un autre salon, complètement différent. La même histoire, le même prénom. Alors là, on m'a testé. Hein. Et c'est là que j'ai dit, ok, bah, je suis guérie. C'est réglé. Ouais. Il vous aura fallu. 20 ans, 20 22 ans exactement. C'est pour ça que si vous n'avez pas envie de passer 22 ans sur un canapé à vous confier, etc., bien que on peut avoir une approche psy pure lorsqu'on se retrouve face à ce genre d'histoire de vie et de tranche de vie ou de parcours de vie. D'ailleurs, est-ce que ce que je viens de dire là, vous êtes d'accord ou Je pas? le cautionne. Alors, pour ma part, une psychothérapie, ça peut énormément aider.
je l'ai faite aussi. Par contre, elle ne fait pas tout. Bien sûr, c'est ma vérité. Mais le trauma atteint toutes les sphères, toutes les parties de l'être de la personne. Et c'est ce que vous dites, hein, psychologie, émotionnelle, physique, corporelle, spirituelle. Exactement, exactement. Et pour moi, c'est vraiment un travail, un cheminement pour reconstruire toutes ces parties de notre être à nous, pour vraiment la lumière sans elle, pour vraiment rayonner pleinement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va, au niveau de notre corps, la dissociation, je ne sais pas si vous connaissez, ben, c'est le but de remettre, aligner notre tête et notre corps. Au niveau émotionnel, on est coupé de nos émotions. Au niveau des relations, parce qu'on vit souvent des relations toxiques, par exemple. Au niveau spirituel aussi, parce qu'on est toujours en réaction. Donc, le fait d'être posé, d'être sereine, tout ça, c'est tout un travail. Et pour moi, la psychothérapie, là, dernièrement, j'ai une femme que j'accompagne, elle a fait 8 ans de psychothérapie. Je n'ai rien contre les psychologues. 8 ans. Moi, je lui ai parlé pour la première fois de la dissociation. Elle ne savait pas ce que c'était. Et elle se sentait coupable, elle, de ne pas avoir osé dire non. Elle avait été violée en sortant de discothèque. Et elle se sentait coupable de ne pas avoir osé dire non. Mais elle ne pouvait pas, en fait. Mais le trauma, c'est quand même, on en parle, mais le trauma en lui-même est vraiment méconnu. Ça veut dire que votre approche est complémentaire d'une psychothérapie ? Pour moi, oui. Ok. Et de quelle manière alors votre accompagnement, il se présente de quelle manière ? Alors moi, je ne fais pas de psychothérapie. Moi, je fais plus en multidimensionnel. C'est vraiment, j'aide vraiment les femmes à reconstruire une vie libérée de leur passé, à se reconnecter à leur corps, à retrouver les plaisirs de vivre. Parce qu'en fait, quand on a vécu un trauma, on est en survie. Donc à côté, une psychothérapie, je la conseille vivement. Mais c'est important vraiment de reconstruire toutes ces parties-là qui ont été blessées. Et aussi d'arrêter, d'attirer ces schémas répétitifs, ces relations toxiques. Parce que alors ça, c'est obligatoire. Quand on a vécu un trauma, soit des pervers narcissiques, soit des relations toxiques, diverses et variées. Donc moi, je travaille sur ça. De quelle manière ? J'ai énormément d'outils. Vraiment, alors moi, personnellement, je vais vraiment à la source du problème. Alors, bien sûr, c'est le trauma. Mais le trauma, c'est la source, mais il y a les conséquences. Mais les conséquences, psychothérapie, ça on connaît. Mais les conséquences sur l'être, ça on ne connaît pas quand on n'a pas été formé sur ça. Donc après, moi je peux aller en multidimensionnel, au niveau émotionnel, au niveau corporel, physique, la signification de la maladie, écouter son corps, se reconnecter par exemple à sa poitrine. Peut-être que ça vous semble simple, mais la poitrine, c'est quoi ? Quand un enfant sort, on le pose sur la poitrine de la maman. C'est quoi ? C'est la sécurité. Moi, ma poitrine, on ne pouvait pas la toucher, par exemple. Impossible. J'ai dû me reconnecter à ma poitrine. La poitrine, ce sont nos mémoires transgénérationnelles aussi. Donc, libérer les mémoires transgénérationnelles. Vous voyez, ça va vraiment très, très loin. Le bassin. Le bassin, c'est notre énergie de vie qui est située à l'intérieur du bassin. Donc moi, je vais travailler avec ces femmes sur cette énergie de vie. Sous forme de soins énergétiques ? Non ? Sous forme de quoi ? Alors là, en fait, j'utilise énormément d'outils. Ça peut être de la médecine traditionnelle chinoise. Ça peut être de l'énergétique, mais pas en tant que magnétique. Moi, c'est comme ça, en fait. En canalisation ? Ouais, en canalisation, en astrologie, après beaucoup en rituel. Pourquoi ? Le cerveau fonctionne en état de survie. Donc on va reprogrammer le cerveau. Moi, j'ai été formée en loi biologique au Québec aussi pour reprogrammer le cerveau. Et on retravaille le cerveau avec le corps. Mais entre autres, j'utilise énormément d'outils. De moi, ce que j'ai utilisé,
et aussi toutes mes formations que j'ai eues pendant 20 ans. Donc en fait, vous avez un panel assez Énorme. large, Ouais. assez éclectique pour que Ouais. vous puissiez répondre Oui. aux attentes des personnes qui vous sollicitent. Ouais. J'ai vu dans la préparation de votre fiche de prod que d'ailleurs, quand vous étiez en Mhm. train d'écrire le livre, même la maladie Oui. s'est présentée. Oui. Vous parliez justement de votre poitrine tout à l'heure. Oui. Ouais. La maladie se présente à cet endroit. Oui. Alors, il faut remettre le contexte de cette présence de maladie. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit sur Word. Donc, j'ai écrit sur l'ordinateur. Et lorsque j'ai décidé de porter plainte contre l'homme qui m'a violée en 2020, vu que je n'avais pas spécialement trop de mémoire, il m'a demandé de retrouver mon carnet de santé. Peut-être que dans mon carnet de santé, il y allait avoir des maladies. Et j'ai retrouvé mon carnet de santé. Donc, j'écris. Je retrouve mon carnet de santé et j'ouvre mon carnet de santé. Et à ce moment-là, je découvre que dans mon carnet de santé est marqué qu'à l'âge de 6 ans, j'ai eu un nodule sur le sein gauche. À l'âge de 6 ans. Donc j'écris. Le lendemain, je me regarde dans la glace et je vois une boule sur mon sein gauche. Alors, bon, je vais faire les examens, etc. Et je me suis dit, bon, je vais reprendre mon livre après. Et vous savez, quand on écrit sur Word, Word nous replace là où on s'est arrêté. Et c'est là que j'ai pris conscience que le nodule est apparu le lendemain où j'ai écrit ça sur mon livre. Et au même endroit. Voilà. Comme quoi, vraiment, l'émotionnel, le corps, vraiment est en réaction. Et au même endroit. Mais comment se fait-il que ce nodule à l'âge de 6 ans, dans votre famille, s'il est détecté et qu'il est donc inscrit sur votre carnet de santé, Ouais. Et personne ne se manifeste, personne ne prend conscience du truc. mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, quand je regarde mon carnet de santé, je me dis, mais comment ma mère ne s'est pas posé de questions? À l'âge de 6 ans, un nodule. Parce qu'il y a un médecin qui a écrit ça sur le carnet de Oui. santé. Oui. C'est pas n'importe qui écrit sur On un est carnet de d'accord. santé. Il a disparu. Hein. Qui est le médecin? Non, le nodule, il a disparu il a naturellement, disparu. Ah, ok, à l'âge d'accord. de 6 ans. Je n'ai pas été opérée, en fait. Ok, d'accord. Oui, il le marque dans le carnet de santé. Il le marque. Et ça ne nécessite pas Non, un puisqu'il est suivi, une intervention ou Non, un truc. puisqu'il a disparu. Ok, il disparaît. Et à l'âge de 6 ans, à la base, on n'a pas de poitrine. Mais bien sûr, c'est pour ça que je... Ah, voilà. Ok. Mais il a dû disparaître parce que c'est pas marqué, en fait, que j'ai été opérée, etc. D'accord, ok, d'accord. Problème d'asthme, problème d'allergie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réaction du corps qui rejette tout ça Complètement. en bloc et qui se manifeste, quoi. Ouais, j'ai eu de l'impétigo. Mais comment ma mère ne s'est pas posé de questions en voyant tout ça? Évidemment, la question qu'on se pose, c'est vous allez lui poser cette question? Mes parents, il ne faut pas leur en parler. Sauf que là, vous en parlez ouvertement. Ah ben, Ils mon vont la livre. regarder, l'émission. mais- Ah oui, puis il y a Ah le non. livre en plus. Non. Non. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir d'un trauma? Je n'allais Mhm. pas dire ni guérir, ni quoi que ce soit, parce que c'est des mots que On j'aime est pas trop d'accord. employer. Ouais. Mais comment on peut sortir d'un trauma sans aller, un, à la source, deux, aux dommages collatéraux, et notamment Mhm. à vos parents qui auraient dû, votre mère qui aurait dû réagir. Mhm. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de ça s'il n'y a pas ce travail-là, notamment de vos parents? Alors, moi, j'aurais rêvé, vraiment. J'aurais rêvé, ne serait-ce... déjà, en parler à ma mère, parce que ma mère ne sait pas ce qui m'est arrivé. Ils ne veulent pas en entendre parler. Mon père ne me parle plus. Et ma mère, on se parle, mais de la pluie et du beau temps. Ça a été tout un travail de libération et de pardon auprès de mes parents. Ça demeure quand même mes parents, quand même. Hein. Et comme quoi c'est possible. Puisqu'aujourd'hui, voilà, ils ne savent pas ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez que j'en... Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir pardonné ça? Moi, le pardon est Ouais. un sujet qui est extrêmement important, Ouais. très vaste et tout, très... Ouais. bon.
Je discute beaucoup avec des gens Mhm. qui ont notamment des traumas comme ça et qui me disent, moi j'ai pardonné. Mhm. Comment être sûr, au fond de soi, Ouais. qu'on a pardonné? Alors pour moi, le pardon, c'est pas du tout une question religieuse. Pour moi, le pardon, je l'ai fait parce que, à la base, c'est me pardonner à moi-même. Si, pour moi, hein, si je n'allais pas jusque-là, j'aurais été toujours en réaction. Face à ma mère, face à mon père, j'aurais toujours recherché un, une accréditation, en fait. Et ça, je ne voulais plus. Une validation. Ouais, je voulais vivre. Je voulais profiter de la vie. J'ai 48 ans. Et du coup, oui, ça m'a demandé énormément de travail. Ce pardon. Pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, non, je peux le dire, je peux l'affirmer. Mm. J'ai pardonné. D'ailleurs, en début de mon livre, mes parents, je leur dédie ce livre. Et hier, j'ai fêté mon anniversaire. Et je remercie mes parents de m'avoir donné vie. Même. Et bon anniversaire avec 24 heures de retard. Merci beaucoup, Marc. Mais je sais que le pardon, c'est quelque chose, on en entend de plus en plus parler. Est-ce que c'est un passage obligatoire dans votre accompagnement de libération des traumas féminins? Si tant est que ce soit possible. Oui. Hein. Ouais. Mais attention, le pardon, c'est quelque chose qui vient à la fin. On ne peut pas, on peut se dire, ah oui, je vais travailler le pardon en plein milieu de parcours. Non, non. Le pardon, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé, cheminé tout à la fin de mon parcours de libération, si vous voulez. D'abord, c'est important de travailler, de cheminer sur la compréhension de qui on est, ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a fait. On passe par, vous savez, le deuil, on dit toujours, on a des phases. Bah, le trauma, c'est la même chose. Je suis passée par des phases de colère. Et ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire, mais j'ai commencé par le pardon auprès de l'homme qui m'a violée. Mais le plus dur, ça a été mes parents. Parce qu'ils ne m'ont pas protégée. Je leur ai dit quand j'étais petite, ça je m'en suis souvenue. Et ben, mon carnet de santé. Et encore là, aujourd'hui, ok, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais là, aujourd'hui, on pourrait en parler. Et non. Vous aimeriez? Alors, ouais, oui, ouais, j'aimerais, mais en discuter comme ça, sans les culpabiliser eux, en fait, mais qu'on puisse en parler. Sauf que la phase de culpabilité, elle est inévitable. Quand, Pour... pour eux. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Parce que vous dites, j'aimerais beaucoup pouvoir en parler. Sauf que quand vous allez expliquer les choses, raconter les choses, la personne qui vous écoute, en l'occurrence vos deux parents, évidemment qu'on est dans une phase de culpabilité face à un récit comme ça. Bien sûr. Alors c'est pour ça que je pense que là, ils sont dans le déni complet. Ouais. Par protection, hein, par protection. Exactement. Ouais. Et c'est là, en fait, qui est le pardon, en fait. Parce que leur en parler à cette heure-ci, ils sont dans leur phase de déni. Ça ne changerait rien. Donc, pour moi, c'était vraiment important que j'aille jusqu'au pardon. Parce que sinon, j'attendrais. J'attends. Encore une reconnaissance. J'attends qu'on en parle. Et puis les années passent. Et finalement, ils sont encore dans leur déni. La personne qui vous a fait ce qu'elle vous a fait, oui. Vous avez dit j'ai pardonné. Oui. Concrètement face à lui? Je ne peux pas, il est décédé. Ah. En fait, lorsque j'ai porté plainte, ma plainte a été classée suite à son décès. Voilà. Et à ce moment-là, c'est vrai, j'aurais voulu me retrouver face à lui. Vous auriez pu? Ah oui. Ah ouais, pour lui dire, je me souviens. Les personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui ont la possibilité de le faire, oui. Vous le suggérez dans votre accompagnement? Chaque personne est différente. Je dis toujours, je ne détiens absolument pas la vérité. Et moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment important que je rende la responsabilité à la personne. C'est-à-dire, chaque personne est libre de faire ce qu'elle
a envie Sauf que vous suggérez ça ou pas? d'aller porter plainte. Ou de se retrouver face à son bourreau de l'époque et de lui dire je te pardonne. Est-ce que d'abord une phase de pardon passe par cette étape-là? Ça dépend de la personne, chaque personne est différente. mais, Vraiment. mais dans le processus de libération, Ouais, c'est important de le faire? Non? Là aussi, ça dépend? ouais, ah oui. Ok. Moi, je m'adapte vraiment, je fais du sur-mesure. Moi, par exemple, c'est quelque chose euh, que j'aurais bien voulu, mais ça fait Oui. partie de moi. Ok. Peut-être que chaque personne, la personne là, elle est différente. Mm. C'est très difficile hein, déjà de porter plainte. Mm. Et parce que on fait beaucoup d'heures d'audition. Et puis on ressasse quand même, hein, beaucoup. Hein. Donc il y a des femmes qui ne préfèrent ne pas passer là, par cette étape-là. Et c'est ok. Et c'est OK. Bien sûr. Je veux dire, c'est pas un truc immuable, obligatoire, Non. figé dans le marbre en Non. disant si tu veux Ah non. évoluer, non mais si tu veux Oui. progresser et te libérer de tout ça, il va falloir en passer par là. Non, Moi, j'ai d'autres outils. d'autres possibilités. Moi, je travaille beaucoup avec le cerveau et des rituels. Des rituels, c'est... En fait, le cerveau fonctionne beaucoup en palpable, pas en verbal. Et verbal. Et si elle souhaite ne pas passer par cette étape-là, moi, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres outils. Et ça va être le même impact, si vous voulez. Les femmes que vous accompagnez dans ces, Oui. dans ces traumas, ces libérations de traumas, c'est souvent ces sujets-là qui reviennent? Alors, bien souvent, elles n'en ont pas conscience. Moi personnellement, j'ai toujours dit « je sens que », jusqu'à ce que la mémoire revienne. C'est important que je le précise, on n'est pas obligé de retrouver la mémoire pour se libérer d'un trauma. Moi, les personnes qui viennent me voir, c'est plus des femmes qui sentent que. Il y en a qui le savent, et beaucoup viennent parce qu'elles vivent des relations toxiques et des schémas répétitifs. Et bien souvent, il y a un trauma derrière. Mais forcément, même si elles ne s'en souviennent pas, ce n'est pas mon rôle non plus. Moi, mon but, ce n'est pas de les retraumatiser. Hein. Vous savez, le cerveau est très bien fait. Hein. Si la mémoire ne remonte pas, elle ne remonte pas. Ça, on m'a souvent posé la question, Pamela, est-ce que je dois me rappeler pour être guérie, pour être libérée? Mais le cerveau est très bien fait. Laissons le cerveau son travail. Mais on peut à côté. Et il y a des thérapies aussi, comme moi j'ai fait la thérapie de l'ICV qui vient des États-Unis, qui est spécialiste en psychothérapie sur le trauma. Et qui existe en France, pour le coup? Oui, Ouais. Ouais. De plus en plus de psychologues la pratiquent. Et moi, c'est une thérapie que j'ai réalisée pendant 3 ans et elle m'a énormément aidée. Que dites-vous à une femme qui dit « moi, j'ai pas envie de ressasser tout ça ». Et je la comprends. Et on n'est pas obligé. Mais en même temps, je suis mal. Et on n'est pas obligé de ressasser ça. On peut se libérer d'un trauma sans ressasser? Est-ce qu'il ne faut pas identifier un trauma avant de pouvoir s'en libérer? Alors, oui et non, parce que la personne ne s'en souvient pas forcément. Dans ce sens-là, la personne ne s'en souvient pas. Si, parce qu'elle vous dit, moi, j'ai pas envie de ressasser tout ça. Alors, Donc, c'est qu'elle oui. est consciente qu'il y a des choses à aller chercher, Oui, identifier et chercher. oui. Donc, elle dit, moi, je veux pas ressasser tout ça. Mais en même temps, je sais que je vais pas bien, je sais pourquoi. Et la question, c'est ça. Est-ce qu'il est nécessaire d'identifier la problématique pour être dans cette phase de libération de trauma? Il y a des moments où on n'aura pas le choix. Parce que c'est important de passer aussi par des phases. Quand on a vécu un trauma, on se coupe de nos émotions. Parce que ça fait trop mal. Donc c'est important de les revivre. Donc ces femmes, elles vont revivre peut-être la colère, la haine, la violence, mais violence ressentie. Mais oui, parce qu'il faut que ça sorte. Bien sûr, moi, dans mes accompagnements, c'est très important. Moi, je dis toujours le yin et le yang. C'est-à-dire le yang, c'est on est dans notre phase de libération, de colère,
des ressentis assez forts. Et ben, par exemple, pour la séance d'après, on va faire quelque chose de plus doux. C'est important parce que une femme qui travaille, chemine, à un moment donné, elle va en avoir ras-le-bol. Comme vous dites, ressasser. Non. En fait, on met de la rondeur, on met de la douceur. Et nous, en tant que femmes victimes de trauma, on a besoin de cette bienveillance, de ce cocon, en fait, de cette écoute et de cette douceur. Parce qu'on a déjà vécu de la violence avec un trauma. Donc c'est important à côté de vivre. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous pouvez accompagner, parce que quand on parle de libération de trauma, là on parlait des traumas physiques, oui. Psychologiques, mais est-ce que ça peut être des traumas de deuil, par exemple, aussi? Alors moi, je me suis plus spécialisée dans les traumas sévères, on va dire, c'est ça, les abus, les violences et les Okay. viols. Ouais. Oui. Pas des traumas. Alors j'ai accompagné deuil, des femmes de deuil d'enfants. C'est un trauma, hein. Clairement. C'est le trauma. Quand on parle de traumatisme, on pense tout de suite à viol, par exemple, mais pas que, hein. Un trauma, c'est même une séparation, peut-être un traumatisme pour une personne. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je me suis vraiment spécialisée dans les abus. Mais parce que c'est votre histoire. C'est mon histoire et je connais vraiment tous ces impacts-là qui sont énormes. En fait. Est-ce qu'on peut, vous pouvez intervenir à distance? Oui. En visio? Oui. L'accompagnement peut se faire de cette manière-là? Oui. Est-ce qu'il peut se faire en groupe aussi? Oui, je fais des retraites, je fais des journées, bien sûr. Ouais. Alors ça, en général, ce sont des femmes que j'ai déjà accompagnées parce qu'elles ont confiance en moi et elles arrivent à être en groupe. C'est précisément la question que j'allais vous poser juste après. Je me dis, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire toutes ces femmes ont vécu la même chose. Plus ou moins. Plus ou moins, mais enfin, je veux dire, dans les grandes lignes, c'est ça, quoi. Ouais. Là, on parle d'abus, on parle de viol, on parle de tout ça, quoi. Ouais. Donc, elles ont vécu ça. Oui. Et elles se retrouvent en groupe. Oui, alors, ça c'est important pour moi. Moi, je cadre beaucoup, dans le sens où on est libre de faire déjà les pratiques que je propose, et on est libre aussi de parler de notre histoire, ou pas. Ça, c'est important. Et moi, dernièrement, j'ai fait une journée entre femmes, et c'était une femme qui avait vécu de la phobie sociale. Et c'est la première fois qu'elle venait en groupe. Et c'est parce qu'elle sait que je l'ai vécu. Donc je lui avais déjà dit ce que j'allais mettre en place pour elle. Et elle a décidé, lors de cette journée, de ne pas dire ce dont elle souffrait. Et moi, je sais très bien reconnaître, je l'ai mise à côté de la fenêtre, je lui ai pas fermé les rideaux. Et à la fin de la journée, elle a osé dire qu'elle vivait de la phobie sociale. Et le groupe a été impressionné. Et elle a fait la journée complète, sans phobie. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, la libération des traumas féminins dans votre accompagnement n'est pas exclusivement réservée à des femmes qui ont vécu des traumas, on parlait de ça, d'abus ou autres. Oui. Ça peut être aussi autre chose. Oui. C'est d'autres phases de trauma qui en sont aussi. Oui, bien sûr. Je rappelle quand même votre livre qui s'appelle donc La lumière sans ailes, avec des ailes dans le dos. La lumière sans ailes. Et effectivement, c'est assez courageux d'oser écrire ça, parce que les écrits restent. Oui, les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent, voilà, mais les écrits restent. Oui. Et c'est vrai que quand on écrit comme ça sur son histoire, sur son parcours de vie, voilà, il faut en mesurer aussi les conséquences. C'est un bel exutoire, mais il faut aussi mesurer l'impact que ça peut avoir. Oui. Voilà. Ça, vous l'aviez mesuré en amont. Oui, ça a été très difficile parce qu'avant, moi, je portais le nom du papa de mon fils, en fait. Et le fait de m'appeler Pamela Manzano, c'est le nom de mon père. Et j'ai décidé de mettre le nom de mon père, donc mon nom de jeune fille. Donc ça a été tout un travail. Ce livre a été tout un travail pour moi. J'ai pas compris. Votre Manzano, c'est le nom de votre père? Oui. Mais c'est le nom du père de votre fils? Non. En fait, je m'appelais de mon ex-mari, le père de mon fils, si vous voulez, je m'appelais comme ça. Oui.
Et je réfléchissais lorsque j'ai écrit mon livre, Ah, ok. est-ce que j'appose le nom du père de mon fils qui était mon nom, D'accord. ou est-ce que j'assume complètement parce que je suis née avec le nom, pas de mon père, de jeune fille, mais c'est le nom de mon père. Et j'ai décidé, voilà, parce que c'est mon nom de jeune fille. Donc ça a tout à... Bien sûr, cette écriture a été tout un cheminement. Et ce livre, c'est pas que un livre autobiographique, hein. Oui, bien sûr, il y a des clés dedans. Je transmets toutes les Oui, clés. bien sûr. J'explique comment fonctionne le cerveau. Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, par exemple, qui me l'ont acheté. Pour savoir comment accueillir les femmes. Moi, par exemple, depuis que, quand j'ai su que j'avais le cancer du sein, les docteurs ne sont pas du tout formés au trauma. Oui, bien sûr. Ça revient très régulièrement. Malheureusement. Donc, moi, j'ai une femme qui m'a acheté mon livre. Avec mon livre, elle a réussi à en parler à son conjoint. Elle n'avait jamais réussi à lui en parler. C'est vraiment un message d'espoir. De oui, non, tu n'es pas le problème. Vous vous sentez libre aujourd'hui? Libérée? Moi, je suis une femme libre et souveraine de ma propre vie. Souveraine? Ah oui. Alors, quand je dis souveraine, c'est-à-dire plus personne ne peut me dire ce que je dois faire, ce que je dois être. Et je ne prétends absolument pas détenir la vérité, mais voilà, j'ai envie de transmettre et on ne me dit plus ce que je dois faire. Vous partagez la vie d'un homme? Oui. Bon. Mais pas le père de mon fils, mon profond amour qu'on s'est rencontré avant le père de mon fils. Ah, vous êtes remis avec lui? Ouais. Oh, magnifique! Voilà. C'est du coup, j'en parle dans mon livre et c'est quelqu'un de très discret. Donc voilà. Ah, donc vous êtes revenu au grand amour. Ouais. Et on s'est retrouvés en 2018. Et bon, vous n'allez pas tout flancher cette fois-ci. Hein. Ah vous recommencez pas, pas. Hein. Non, c'est une relation très initiatique qui nous fait montrer les peurs de l'un et de l'autre. Et c'est un jour, je l'ai pris pour l'homme qui m'a violée. En fait, j'ai retrouvé la mémoire en son contact, vraiment. Et je l'ai pris un jour pour l'homme qui m'a violée. Et il ne savait plus du tout quoi faire, en fait. Et ça a été très, très violent. Et c'est de là que j'ai décidé de retrouver la mémoire. En fait, j'ai entendu une ceinture, ce qui m'attachait les mains, en fait. Pas mon conjoint. Hein. Et du coup, j'ai hurlé dans la pièce. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, tu vois, j'ai complètement dissocié. Et je lui ai dit, tu vois, tu veux me baiser comme tout le monde, comme tous les hommes. Et t'as enlevé ton pantalon. Et il me dit, mais non, regarde, j'ai pas enlevé mon pantalon. Enfin, j'ai pas de ceinture. Mais si. Et il a mis plus d'une demi-heure à me calmer calmement. Il pouvait pas m'approcher. Ça, j'en parle dans mon livre. C'est vraiment une dissociation complète, en fait. Et je le prenais pour l'homme qui m'avait violée, en fait. Voilà. Wow. ça peut être violent, hein. Ouais, ça a été très violent pour lui. Et ça aussi, j'avais à cœur de le transmettre parce que il me disait, regarde-moi dans les yeux, mon cœur. Regarde, je te veux pas de mal. Tout doucement, je m'approche de toi. Regarde où tu es. Et je suis revenue. Voilà. Ça s'appelle de la dissociation. Peut-être que ça s'appelle de l'amour. Ah, oh oui. Aussi. Ah, mais on est d'accord. Et de la patience. Ouais. Je devrais pas le dire, mais on n'est vraiment pas facile quand même. Non, mais en même temps, et c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre parce que... C'est la douleur des traumas, c'est les conséquences des traumas. Exactement, on a besoin, et l'homme est primordial. L'homme ou la femme, enfin, je veux dire... Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je vois avec le père de mon fils, ça demeure le père de mon fils. Mais il n'a jamais cherché à comprendre, à me comprendre. Et après,
On ne peut pas jeter la pierre aussi On est d'accord. à cet homme-là. On est d'accord. C'est tellement déstabilisant Oh, de oui. se retrouver face à quelqu'un, pardon, hein, Ah, mais comme mais, vous, avec ce trauma si lourd, mais bien sûr. que je peux aussi imaginer en tant Mhm. qu'homme me dire waouh, Mais bien sûr. quelle difficulté, quelle épreuve, quoi, Ah oui. qui n'a aucune commune mesure avec ce que vous avez vécu, bien entendu. Mhm. Mais comment réagir, mais trouver les bons mots, quelle est l'attitude, que faire, Ouais. c'est très déstabilisant aussi. Je trouve que Ouais. parfois, dans l'accompagnement que vous préconisez pour les femmes, Oui. s'il y a la place pour un homme Je le propose. chez ces femmes-là, Oui. c'est important aussi Je le propose, de savoir comment faire, bien sûr. quelle attitude adopter. C'est pour ça que Que je faire à ce propose moment-là? après. Ah, voilà. S'ils souhaitent venir en couple, Ah oui, qu'on puisse travailler ensemble bah oui. pour expliquer, en fait. Parce que, en fait, on ne se comprend plus. Ma femme a un problème, et du coup, la femme a un problème, donc elle s'enferme, et finalement, il n'y a plus du tout de communication. Mm. Et finalement, on arrive à la séparation. Donc, oui. Alors qu'il y a de l'amour, ouais. sans doute. Enfin, moi, je remercie vraiment mon grand amour qui s'appelle Alain, du coup, pour son amour si pur et si inconditionnel, parce que c'est... Ouais. Mais vous avez fermé la page. Vous avez tourné la page Alors, des traumas. pour moi, c'est ça, libérer la libération du trauma, c'est-à-dire que le trauma, c'est mon histoire. Mm. Je ne pourrai jamais oublier, Bien sûr. et mon passé fait partie de moi. Mm. Par contre, il n'interagit plus dans mon quotidien. Voilà. Pamela, la libération des traumas féminins. Merci beaucoup en tout cas pour vous être raconté aussi ouvertement. Merci Marc. Ça n'est jamais très très simple d'aborder ce genre de sujet. Mm. Voilà, je prends toujours à cœur de vous laisser et vous exprimer aussi sur ce que vous avez pu ressentir, et ce que vous aviez envie de dire et de ne pas dire. Après, pour ceux évidemment qui veulent aller en savoir plus, qui veulent aller plus loin, il y a évidemment votre livre. Oui. Là, c'est encore une autre façon d'aborder les choses. Mais ce n'est pas qu'un livre autobiographique, vous l'avez dit. Oui. C'est aussi un livre où vous donnez évidemment quelques clés pour Exactement. permettre de cheminer et puis prendre contact avec vous pour voir de quelle manière vous pouvez accompagner celles qui en ont besoin. Avec plaisir. Merci Pamela. Merci Marc. Merci. Comment s'appelle votre fils? Antonin. Bon, il va bien. Alors, je le dévoile parce que dans mon livre, j'ai dû changer tous les prénoms. Bon, bah, voilà, Antonin. Salut Antonin. Ouais, T'as et une je maman l'aime du Wonder plus profond de Woman. mon cœur. Bah oui, Ouais. évidemment. Et on est très très Quel âge il proches a tous les deux. Il vient d'avoir 17 ans. Et c'est vraiment un garçon sensible, très à l'écoute. Et je peux préciser Bien quelque sûr, chose, bien Marc. sûr, bien sûr. J'en ai parlé à mon fils. Il sait, alors bien sûr, pas dans les détails, parce que pour moi, on ne cache plus rien. Et finalement, heureusement, je sais que j'ai la voix de transmettre. Et j'en ai parlé du coup à mon fils. Et un jour, mon fils au collège m'a dit, écoute maman, il y a un problème dans ma classe. Il y a une fille qui se scarifie. Moi, je me suis scarifiée. Et j'ai tout de suite appelé le collège avec l'accord de mon fils. Et du coup, j'ai aidé le collège à entendre cette jeune fille qui se scarifiait parce qu'il n'était absolument pas formé. Et du coup, si j'en avais pas parlé à mon fils m'en aurait pas parlé. Et mon fils a été le seul de sa classe à accueillir cette jeune fille qui se scarifiait sans la Mais juger. la prof, il n'y a pas eu de signalement, il n'y a rien eu. Après, si. Ah oui. Ouais, ouais. Après. Au C'est-à-dire, moment, en fait, il avant, comprenait pas. il y avait pas. Ah oui. Il comprenait pas. Scarification. Et quand même. On sent bien qu'il y a un problème. alors en fait, problème psychologique, attention, quand même. la scarification chez une fille qui a vécu un trauma, elle est très spéciale. Parce qu'en fait, la scarification, on la cache et en même temps, on la montre. C'est comme un appel à l'aide, si vous voulez, mais Bien sûr. sans la montrer. Et du coup, c'est un prof qui l'a vu. Et quand la prof en a parlé, la jeune fille en a parlé comme si elle faisait un gâteau, si vous voulez, tout simple. Et elle a dit que finalement, elle s'était prise dans des ronces. Bon. Et c'est de là, après, suite à mon appel, qu'on a commencé à... Ouais, c'est ça. Voilà. Comme quoi... Merci. Merci infiniment. Merci pour tout cet éclairage. Merci pour votre accompagnement. Et vous allez pouvoir évidemment commenter, vous allez partager.
des commentaires bienveillants comme toujours. Mhm. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite, Merci Marc. avec beaucoup d'apaisement. Oh mais bien Hein sûr. Voilà. Et tout va bien. Merci beaucoup Pamela. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.